Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Eh ho, on rentre du boulot. Alors, je vais vous épargner la chanson, mais pas la bonhomie ni l'engouement manifeste des 7 nains pour leur travail. Et pourtant, il aurait été bon déjà à l'époque de parler de conditions de travail à la mine et surtout de cette fameuse valeur travail. Ce sera la question du jour. On va en parler avec la sociologue Dominique Méda et le philosophe Denis Colin. En deuxième partie d'émission, coup de projecteur sur l'association Éveil à l'occasion de ses 30 ans et de la 9e édition du prix Éveil à la jeunesse et la citoyenneté. Nous recevons sa présidente ainsi que la lauréate du concours 2015. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Mena dans Souvenir d'écolier et cette semaine, elle reçoit Nicolas Waldorf. Mais tout de suite, c'est l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce drame survenu un peu avant 10h ce matin. Une enseignante a été poignardée par un élève. Oui, les faits se sont produits au collège-lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Une professeure d'espagnol de 50 ans a été poignardée au thorax par un élève de 16 ans qui avait caché son arme dans son sac. Juste après, l'adolescent s'est réfugié dans une salle adjacente, expliquant au professeur présent qu'une voix l'avait poussé à commettre ce crime et qu'il était possédé. L'élève est inconnu de la justice. Il avait même obtenu son brevet avec mention très bien l'an dernier. Il a été mis en garde à vue et souffrirait de troubles psychiatriques. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, s'est rendu sur place dans l'après-midi. Et demain, 1 minute de silence sera respectée dans tous les établissements en France à 15h. Établissements qui ne seront pas donc fermés pour vacances. Le ministre, justement, qui était l'invité de France Culture ce matin, quelques heures avant ce drame. Alors, qu'a-t-il dit que nous ne sachions pas déjà, Loïc ? Alors, c'est vrai qu'il a beaucoup répété ce dont on vous parle tous les jours ici, à propos des fermetures de classes, de la mixité, de l'orthographe, des mathématiques, etc. Et il a aussi évoqué, une fois encore, les hausses de salaire annoncées. On a donc bien compris qu'il y a 2 volets. Le socle, c'est-à-dire l'augmentation mécanique qui concerne tous les enseignants selon leur niveau d'ancienneté. Et puis, le pacte de 72 heures de travail supplémentaires. Et c'est là où on en a su un petit peu plus sur la nature des tâches qui seront demandées aux enseignants pour gagner davantage. Au secondaire, il s'agira essentiellement de remplacement de courte durée. Dans leur discipline, bien entendu, il ne s'agit pas de pratiquer une discipline qui ne soit pas la sienne. Ça, c'est du côté du secondaire. Du côté du primaire, les enseignants qui signeront le pacte assureront cette heure de consolidation ou de soutien en français et mathématiques en collège. Et puis s'ajouteront à cela, selon les caractéristiques de l'établissement, un ensemble de tâches spécifiques qui viendront compléter le pacte de manière à s'adapter souplement aux exigences locales, aux réalités locales. Pape Ndiaye a aussi précisé qu'il sera possible de faire un demi-pacte ou bien un peu plus d'impact, c'est-à-dire ne faire que 36 heures ou alors plus de 72 heures de travaux supplémentaires selon l'énergie et le temps que les enseignants voudront y consacrer. La carrière des fonctionnaires au cœur de l'actualité aujourd'hui avec Stanislas Guérini qui a détaillé le principe de la retraite progressive. Et le ministre de la fonction publique était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et il a effectivement confirmé que tous les fonctionnaires, donc les enseignants, bénéficieront de cette retraite partielle ou travail partiel, c'est au choix. Ça veut dire qu'un fonctionnaire, il va pouvoir se mettre à temps partiel à la fin de sa carrière, parce qu'on lui dit travailler un peu plus longtemps, mais on peut se mettre à temps partiel et maintenir sa rémunération. C'est majeur. On va créer un fonds de prévention de l'usure et de la pénibilité. 100 millions d'euros par an. 1 demi-milliard d'euros sur le quinquennat Sonia Mabrouk pour faire ce que l'on ne faisait pas suffisamment avant, s'intéresser aux conditions de travail. Alors, près de Toulouse maintenant, une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et comment des plats servis aux enfants contenaient des mégots de cigarettes, Loïc. Des mégots, mais pas que, des morceaux de plastique et même du verre ont été retrouvés par les agents de la cantine de Cornebarieux. C'est au nord-ouest de Toulouse. Alors ce sont des plats cuisinés par le prestataire habituel de la commune qui sont en cause et heureusement ils ont été interceptés juste avant d'être servis aux enfants. Les parents d'élèves se disent évidemment très choqués, d'autant
d'autant que dans le mail qui leur a été adressé pour leur faire part de cette situation, eh bien, seul le changement de fournisseur était précisé, sans aucune mention de ce qui avait été trouvé dans la nourriture. Le maire de la ville a porté plainte, les services sanitaires se sont rendus chez le prestataire et ils y ont relevé toute une série de graves dysfonctionnements. Je suis sûre qu'on pourra retrouver les coordonnées du prestataire sur Internet. Oui, étrangement. Voilà. Une star internationale porte-voix du mal-être des adolescents, Hugh Jackman revient au cinéma en père désemparé. Il était sur France Inter ce matin aux côtés du réalisateur français Florian Zeller pour la sortie du film The Son. C'est le 8 mars prochain. C'est un long métrage qui aborde un sujet fort, la dépression chez les adolescents. Hugh Jackman donc incarne un père qui va tenter de comprendre d'où vient le mal-être de son fils et il en a retenu un principe certes logique mais quand même central. Il faut d'abord essayer de comprendre, essayer de comprendre les adolescents et leur demander d'exprimer ce qui ne va pas, même si ça vous fait peur, même si en tant que parent, même si c'est difficile pour eux, ça ne résoudra pas tout de suite. Mais leur demander « appelle tes copains, comment ça s'est passé à l'école ?» Vraiment les laisser s'exprimer et ressentir. Je crois que c'est vraiment ça la première étape. Merci Loïc. Merci. L'expression revient de plus en plus dans la bouche de tous les hommes politiques et femmes politiques, mais dans les médias en permanence, la valeur travail. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les jeunes ont toujours envie de travailler? Pourquoi sont-ils contre, pour la plupart, cette réforme des retraites? On en parle tout de suite. Pour aborder cette fameuse question du jour sur la valeur travail, je suis ravie d'accueillir Dominique Méda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et directrice du laboratoire en sciences sociales de l'Université de Paris-Dauphine. Et face à vous, Denis Colin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Merci à tous les deux, à vous deux, d'être avec nous sur ce plateau du Grand JT, justement pour parler et là je vais citer Libération, sainte valeur travail. Priez pour lui. Après des semaines de discrétion pendant l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, Emmanuel Macron a refait surface mardi matin à Rungis pour chanter les louanges du boulot. Je cite. Le vrai débat qu'on doit avoir dans la société, c'est un débat sur le travail, déclame-t-il. C'est le travail qui vous permet de construire votre avenir, celui de votre famille. Le travail est-il devenu, selon vous, Dominique Méda, insupportable pour beaucoup de Français? Oui, c'est tout à fait ma thèse. Le travail est devenu insoutenable pour une partie des Français. Quand vous regardez l'enquête Conditions de travail qui est faite par la DARES depuis 1978, dans la dernière vague, on voit que la moitié des Français associent travail et mal-être, et que 44% disent qu'ils ne pourront pas tenir comme ça, dans ce même métier dans lequel ils sont, jusqu'à 60 ans. Donc il y a véritablement une crise du travail en France, et on le voit très bien, vous savez, on nous cite toujours les voisins, les Européens, qui partent beaucoup plus tard que nous à la retraite, etc. Mais maintenant, si on regarde du point de vue des conditions de travail, ce que l'on voit, c'est que la France est en queue de peloton, c'est-à-dire sa qualité de l'emploi, les conditions de travail sont très mauvaises, à la fois plus de contraintes physiques, plus de contraintes psychiques, moins de reconnaissance. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez également, Denis Colin, ces conditions de travail pour les Français qui sont maintenant fortement insoutenables? Ça semble assez évident. Par exemple, l'an passé, on a battu un record de démission. C'est-à-dire que les gens qui ont un travail le quittent parce qu'ils n'en sont plus satisfaits du tout. Ils sont prêts à affronter une situation quand même assez difficile dans la recherche de l'emploi aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus supporter leur travail. Alors, il faut quand même préciser que cette situation n'est pas tombée des nues. Elle vient du fait que les entreprises ont réorganisé pour obtenir des gains de productivité leur système de production, et que les protections pour les travailleurs ont été sérieusement démantelées. Parce qu'avant qu'on ait la loi sur les retraites, on a eu une loi travail qui avait commencé sous le précédent président de la République, sous M. Hollande, et qui a été reprise par M. Macron, et qui commence à démanteler les principes de protection des travailleurs. Voilà, et je crois que c'est une situation qui est évidente aujourd'hui. Principe de protection, salaire faible, et puis surtout manque de reconnaissance aussi que l'on ressent beaucoup, notamment dans l'univers de l'éducation, par les profs.
Tout à fait. Les premiers. Absolument. Manque de reconnaissance. Là encore, si on regarde les enquêtes européennes et la position de la France par rapport à nos voisins, la France est un des pays où les personnes déclarent le plus que leur effort, leur travail n'est pas reconnu, ni rémunéré, bien sûr, à sa juste valeur. On va revenir ensemble, parce que j'ai la chance d'avoir quand même une sociologue et un philosophe sur un plateau. Donc j'aimerais bien qu'on... Oui, formidable, exactement. On a beaucoup de chance. Revenir aux origines, pas très longtemps, mais quand même pour bien comprendre ce que ça veut dire, de quoi il s'agit, valeur travail. Cette expression n'est pas nouvelle. Elle est revenue sur le devant de la scène parce qu'on parle évidemment de ça beaucoup sur cette réforme des retraites. Mais le premier à avoir écrit sur la valeur travail, c'est Adam Smith. Alors, c'est 19e siècle, le plus célèbre des économistes. Mais la valeur travail, ma question, en fait, je voudrais savoir, est-ce que c'est une valeur morale ou une valeur marchande? Parce que quand on parle de valeur travail, il s'agit quand même de vendre quelque chose, donc des heures de travail, contre rémunération. Et pourtant, on en parle de valeur morale. Alors, c'est une ambiguïté que j'aimerais comprendre. Alors, en fait, en effet, Adam Smith, en 1776, il écrit les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et il est admiratif devant la division du travail et ce que le travail permet de produire. Donc, c'est d'abord le côté augmentation de la productivité et donc des rémunérations qui l'intéressent. Ça va être la théorie du ruissellement, c'est-à-dire plus on produit, et plus tout ça descend jusqu'aux plus basses couches du peuple. Aux plus démunis, et donc ça rétribue effectivement. Mais en effet, ça a pris une dimension morale, c'est-à-dire faire des efforts, mais ça a été très souvent utilisé dans la bouche de responsables plutôt de droite pour critiquer ce qu'ils appellent l'assistanat. C'est-à-dire d'un côté, il y aurait les gentils travailleurs qui feraient des efforts et qui se lèveraient tôt le matin, et de l'autre, les vilains assistés qui recevraient le RSA sans rien faire et qui seraient des paresseux. Voilà comment on a construit cette opposition. Alors justement, Denis Colin, j'aimerais bien qu'on parle de cette opposition, ces oppositions notamment sur le plan politique, parce qu'il y a des divisions profondes qui existent, notamment à gauche sur ce thème, en réponse au député communiste Fabien Roussel, qui dénonçait en septembre dernier une gauche qui était un peu une gauche des allocations, des minima sociaux, donc en référence finalement au chômage et aux allocations qu'on pouvait percevoir. Et puis la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui a fait beaucoup parler d'elle, effectivement, notamment avec son faire-valoir du droit à la paresse contre, en gros, le parti du travail. Quel est votre point de vue là-dessus, Denis Colin ? Oui, c'est-à-dire la notion de valeur travail est une notion redoutablement ambiguë, parce que chez Smith, comme Ricardo d'ailleurs, et chez Marx ensuite, parce que Marx reprend cette notion de valeur travail, elle est, disons, une tentative de créer un concept qui permet de comprendre comment fonctionne la société capitaliste. Voilà. Et elle nous dit simplement que la valeur d'une marchandise est égale, en gros, à la somme d'heures de travail social contenues dans cette marchandise. Bon, et c'est à partir d'ailleurs de cette théorie de la valeur travail que Marx va développer son concept d'exploitation. Alors, sur cet aspect, d'ailleurs, il est à remarquer que l'essentiel de l'économie politique officielle, celle qui s'enseigne dans les universités, dans les lycées, etc., refuse la théorie de la valeur travail de Smith, Ricardo et Marx. Considère que c'est une vieillerie métaphysique et que la seule théorie qui tienne à peu près, c'est la théorie de l'utilité qui a été développée à la fin du 19e siècle. Voilà. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect concerne le travail lui-même. L'ambiguïté quand même sur le travail, elle est que le travail, d'une part, est, comme le disait Marx, l'essence de l'homme. L'essence, c'est-à-dire que c'est le travail qui fait que les hommes existent. S'il n'y a pas de travail, on est tous morts. Mais sur le point de vue, excusez-moi, sur le point de vue de l'argent que ça génère ou sur le point de vue de l'épanouissement que cela procure? Non, ni l'un ni l'autre. C'est tout simplement la vie. La vie. Nous ne produisons la vie que par le travail. Il n'y a pas d'autre solution. Là, en ce moment, nous communiquons par le biais d'Internet, en ce qui nous concerne, avec votre studio. Derrière notre aimable conversation, il y a des heures de travail difficile. Il y a des gens qui ont tiré des câbles. J'ai travaillé moi-même pendant un certain temps en France Télécom. J'ai quelques idées de ce que ça signifie tirer des câbles. Il y a des relais qui ont été construits. Il faut alimenter tout ça en énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut des centrales. Il faut des gens qui aient creusé des mines pour avoir du cuivre, etc. etc. C'est-à-dire la moindre de nos activités nécessite une somme considérable de travail.
Et moi, j'avais écrit un livre il y a à peu près 25 ans, justement à l'époque où la grande mode, c'était de dire qu'on était arrivé à la fin du travail. En gros, nos sociétés étaient tellement développées qu'on n'aurait plus de travail à donner aux gens. Et qu'il faudra trouver je ne sais quelle solution miracle pour redonner de l'occupation aux individus. Alors j'aimerais avoir changer de système de référence. Mais ça, je pense, c'est une blague, c'est une mauvaise blague. Alors, est-ce que ensuite, on peut juste faire réagir Dominique Méda, si vous êtes d'accord, de Nicolas. Si, vous allez reparler, promis. Mais juste, je voudrais avoir une réaction de Dominique Méda sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord. Et simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on veut vraiment reconnaître la valeur travail, il faut augmenter les salaires. C'est ça, la véritable reconnaissance, si on parle quand on parle de valeur travail. Et si vous voulez... Mais pourtant, les enseignants, pardon de vous couper, mais les enseignants ne disent pas ça. Ils disent évidemment que c'est essentiel, parce que, effectivement, tout travail mérite salaire et un salaire correct, décent, pour pouvoir être reconnu et se sentir à l'aise dans ce que l'on fait, de ce que l'on souhaite produire, pour se sentir meilleur aussi, mais aussi des conditions de travail, c'est ce qu'on disait au début. Bien sûr. Non mais, en effet, vous avez raison, hein. Les salaires, c'est une chose, mais je crois qu'aujourd'hui, la vraie question, enfin, il n'y a pas de vraie question, mais la question des conditions de travail est également très importante et fait partie de la reconnaissance, ou du moins de la non-reconnaissance qui est apportée à un certain nombre de professions. Donc, de Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Pardon, je vous ai coupé. Le travail est la base de notre vie, hein. Nous produisons nos conditions d'existence. Ça, c'est vrai de toutes les sociétés, de toutes les époques. Et puis, on n'en est pas sorti, hein. Je crois qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions à ce sujet. Le droit à la paresse, c'est une plaisanterie. Nous n'aurons pas spécialement le droit à la paresse. Voilà. Mais alors, il y a une différence, pardon, entre ne pas avoir droit et avoir envie de ce droit à la paresse. Et c'est là la question. Est-ce que réellement, il faudrait une société où on aurait ce droit à la paresse, c'est-à-dire se dire à un moment, j'ai envie de paresser, Dominique? Moi, je crois que c'est un mauvais terme, la paresse. Oui. C'est trop provoquant. C'est fait pour, d'ailleurs. J'imagine que Sandrine Rousseau l'a utilisé à dessein de provocation. Oui. Et c'est comme cette publication qui est parue il n'y a pas longtemps sur l'épidémie de flemme. Il y aurait une épidémie de flemme dans le pays, et donc on faisait le saut du fait que les gens commandent à partir de leur canapé jusqu'à nous dire qu'en fait les gens n'aiment pas travailler, quoi. Donc je pense qu'il faut faire vraiment très attention. En revanche, droit au repos, droit au loisir, droit à récupérer et à profiter en effet de son temps libre, ça c'est absolument évident. Parlons des jeunes justement, parce que c'est la valeur accordée au travail qui est remise en question aujourd'hui. Elle est remise en question par tous, hein, par beaucoup en tout cas, mais particulièrement chez les jeunes, qui d'ailleurs ont appelé, mais évidemment au moment où je vous parle, à l'instant T, puisqu'on est presque dans les conditions du direct, le mot m'a échappé, mais enfin, disent qu'ils veulent faire le minimum au travail. Moi, alors franchement, je n'y crois pas du pain un seul instant. Alors, c'est pareil, c'est de la provoque? C'est quoi? C'est pour alerter? Non, mais je ne sais pas d'où vient votre formule. Oui, on va la retrouver. En régie, vous me retrouvez la formule. Alors, moi, ce n'est pas du tout ce que je vois dans les enquêtes. Le slow working, quoi, en gros. Non, mais moi, ça fait 20 ans que je regarde les enquêtes sur les valeurs des Européens. Donc là encore, où on peut comparer. Ce qu'on voit en 2007, on a fait une grande enquête avec plein de collègues européens, justement pour mettre à l'épreuve, pour apporter une réponse à cette question. Donc, on disait, les jeunes, ils sont matérialistes, ils veulent plus bosser, etc. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé exactement le contraire. Les jeunes, ils sont encore plus attachés au travail que leurs aînés. Ils ont des attentes encore plus intenses. Ils veulent à la fois un bon salaire, un bon équilibre vie professionnelle, vie privée, un travail intéressant, des relations avec les autres, etc., etc. Il ne faut jamais oublier, que les jeunes, ils arrivent avec des niveaux d'éducation plus élevés que le reste de la population. Ils sont une sorte d'avant-garde des attentes de l'ensemble de la population. Et deux, qui sont maltraités à leur entrée sur le marché du travail. Et que ça explique à la fois leurs attentes et puis d'une certaine façon leur déception. Alors, Denis Collin, est-ce que vous partagez cet avis? Je vais vous citer Jean Viard, un autre sociologue, qui dit « Les jeunes sont très engagés et la retraite, ils sont assez convaincus qu'ils ne l'auront pas, ils ne l'auront jamais. Pourtant, les organisations étudiantes, comme vous le dites, Dominique Méda, sont assez motivées, et on le sait, ils sont très engagés, on l'a vu pendant la présidentielle. Ils se mobilisent le 9 mars, là, justement pour faire monter la pression d'ici là. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent avoir un impact réel sur ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que les politiques peuvent avoir peur des jeunes? Ah oui, ça oui, c'est classique. Alors, il est clair que les jeunes sont extrêmement maltraités. Il suffit de voir les salaires à l'embauche, qui même pour de très hautes qualifications n'ont cessé de baisser.
à part quelques secteurs un peu spécifiques où on commence avec des salaires presque mirobolants. Pour le reste, on commence très mal. Même les ingénieurs, hein, c'est pas toujours facile de trouver un emploi avec une rémunération correcte. Et puis, il y a une précarité extraordinaire, hein, des exigences qu'on leur impose qui sont souvent incroyables. Et donc, ils ont vis-à-vis du travail ce ressenti, hein, d'une situation qui n'a cessé de se dégrader. Bon, alors quand ils disent la retraite, on ne l'aura pas, c'est parce que tout le monde s'évertue à leur dire que c'est impossible. Parce que tout le monde s'évertue à leur dire la retraite, c'est plus possible. On n'est plus assez riche pour se payer la retraite. Alors que nous sommes infiniment plus riches que quand le système des retraites a été construit il y a une cinquantaine d'années, même une soixantaine d'années. Donc tout ça, il y a un discours qui s'est greffé pour essayer de masquer une réalité qui est tout autre. Moi, je ne connais pas beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie de travailler. Hein. De jeunes flemmards, j'en connais pas énormément. Il y en a, évidemment, mais il y en a toujours eu, hein, des flemmards. C'est pas la question. Mais la majorité des jeunes cherchent un travail. Et ils l'ont dans des conditions qui sont quand même pas très bonnes. Regardez à quel salaire commence un infirmier ou une infirmière, avec le niveau de responsabilité, avec le niveau d'engagement que ça demande. Voilà, et puis on peut donner 1000 exemples du même genre. Ce qui veut dire que le discours sur la valeur travail, le travail c'est la bonne valeur et tout, c'est là aussi un discours purement idéologique, parce qu'en vérité, notre société méprise le travail profondément. Et d'ailleurs, les héros de la société, ceux qui sont présentés par les médias comme les modèles d'hommes, sont justement pas des gens qui travaillent. Hein, on félicite les milliardaires. J'ai vu beaucoup de titres sur « Arrêtez de tirer sur les milliardaires, pauvres milliardaires ». Nous allons verser une larme sur les milliardaires, hein, qui ne sont pas spécialement milliardaires parce qu'ils ont travaillé. Ils ont eu une petite cuillère d'argent dans la bouche en naissant. Hein, c'est le cas de la plupart. On sait bien que les grandes fortunes, essentiellement, sont données par héritage, hein, et pas par l'ingéniosité et le travail. Je ne suis pas certain que M. Arnault, pour ne citer que lui, ait travaillé 100 000 fois plus que ses employés. Voilà. Est-ce que ça prouve bien qu'en réalité, la valeur travail n'existe pas dans cette société. Le travail est profondément méprisé. Et ce qui est cherché, notamment par la réforme des retraites, c'est d'abaisser encore cette valeur du travail. Si cette expression est pas très heureuse, mais en gros, la valeur de la force de travail et la part que les travailleurs peuvent retirer du processus de production, celle-ci n'a cessé de baisser. Hein, pas seulement avec les retraites. Regardez quelle est la part du PIB qui est accordée au salaire. Denis, si vous me permettez, parce que je pense que je peux faire une émission de 8 heures avec vous, si vous me permettez, je vais faire réagir Dominique sur ce que vous dites, mais surtout ne bougez pas, parce que je sens que vous avez encore beaucoup de choses à me dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Dominique Méda, où la valeur travail est complètement méprisée en France? De Nicolas. De Nicolas. Ça y est, je m'emballe les pinceaux. Si vous êtes d'accord avec vous-même, c'est déjà pas mal. Voilà. Pardon. Êtes-vous d'accord avec ce que dit de Nicolas? Je pense qu'en effet, cette notion de valeur travail, elle est complètement instrumentalisé dans le discours. C'est tout. Ça ne veut plus rien dire. Mais alors, les journalistes, on a une responsabilité là-dedans. Est-ce que c'est médiatique? Est-ce que c'est une portée politique? Est-ce que c'est nous qui relayons d'une mauvaise manière les choses? Pourquoi, tout d'un coup, cette expression, cette valeur travail arrive sur le devant de la scène depuis quelques semaines et autant relayée dans les médias avec cette remise en question permanente? Ça sert à envoyer un signal à une partie de la société, le signal qu'on est en faveur de l'effort, qu'on est contre les minima sociaux, donc on se situe dans un certain angle de la politique, et donc en effet c'est devenu maintenant un signe de ralliement, je dirais, quand on parle de la valeur travail, alors qu'avant on pourrait en parler autrement, hein. Si on voulait en parler avec un point de vue de gauche, on dirait la valeur du travail, elle entraîne le fait qu'il faut mieux rémunérer, mieux récompenser, mieux reconnaître le travail. Et puis c'est même une valeur de gauche d'ailleurs, la valeur travail. Mais bien sûr. Les communistes, au contraire, ça a été la plupart. Mais pour l'instant, en effet, ce terme, vous le voyez bien, hein, il est presque exclusivement utilisé dans la bouche de responsables politiques plutôt de droite, alors aussi notre président de la République, en fait, pour dire à une partie de la population, vous savez, nous,
on n'aime pas les assister parce qu'ils ont l'impression que la population française, en effet, est contre l'assistanat. Mais en faisant cela, on alimente une division de la société et c'est extrêmement grave. C'est-à-dire, on jette l'opprobre sur les chômeurs, les gens qui n'arrivent pas à trouver un travail, les allocataires du RSA, et c'est vraiment très, très, très embêtant. Mais alors, c'est tellement embêtant que, en fait, effectivement, le discours se modifie au fil des temps. Et effectivement, chez nos confrères, vous le disiez de Nicolas, on voit petit à petit cette idée que, eh bien, il y a l'assistanat qui est là, que finalement, eh bien, dans un contexte actuel où le chômage est à peu près autour de 7,5%, eh bien, finalement, de nombreux emplois restent non pourvus. Donc, bon, bah, si on travaille un peu plus, etc., etc. Et ce qui pousse, en fait, les jeunes à se mettre dans une logique soit de « je n'ai plus envie de travailler, je veux changer de vie, mais j'arrive pas à exprimer cette situation. J'ai une situation de mal-être où de toute façon je n'aurai pas de retraite et ma vie actuelle qui démarre pour autant va pas être agréable. Oui. Et en même temps, cette idée que le travail doit être là et on n'a pas de choix. Donc en fait, on est face à un mur et je ne vois aucune génération, enfin, contredisez-moi, j'espère, de Nicolas, mais on a l'impression qu'aucune génération n'est rassurée et n'est sereine par rapport à ce qui se passe. Et vous avez oublié la crise climatique. Vous avez oublié l'énorme angoisse des jeunes devant la crise climatique. Évidemment, qui est le premier. Prendre en plein dans la figure. Et on pourrait, et je laisse bien sûr de Nicolas s'exprimer, mais moi je pense qu'au contraire, on a là une formidable occasion, avec moi ce que j'appelle la reconversion écologique, le fait de reconvertir complètement notre société. On a une occasion formidable de donner aux jeunes un espoir et aussi d'ouvrir un chantier absolument enthousiasmant pour le travail. De Nicolas. Oui, je ne sais pas si on a un chantier enthousiasmant, mais il est vrai que la crainte est devenue un moteur pour assurer la paix sociale. Tout le monde doit avoir peur. On nous a fait peur pendant 2 ans avec le Covid, on nous fait peur avec toutes sortes de choses, et toutes ces craintes, elles ont une fonction, c'est d'obtenir ce qui est le complément de la crainte, c'est la soumission. C'est Spinoza, je crois qu'il disait ça, qu'on gouverne les hommes par la crainte et la superstition, en l'occurrence. Et je crois que ça joue un rôle fondamental aujourd'hui. Bon, alors est-ce qu'il y a des générations qui ont eu une issue? J'en suis pas certain, parce qu'aujourd'hui, ce qui est à l'ordre, il faut comprendre la dimension globale. Quand on dit on va restaurer la valeur travail, j'entends ça depuis Sarkozy quand même. Donc Macron ne fait que nous refaire du Sarkozy avec quelques années de retard. Ça signifie que vous ne travaillez pas assez. On dit aux gens, vous ne travaillez pas assez longtemps, il va falloir que vous travailliez plus dur. Et on va vous payer moins de toute façon, parce que ça c'est déjà planifié. Pourquoi? Parce que tout simplement, le système est à bout de souffle. Et pour redonner du souffle au système, il faut augmenter le taux de profit. C'est un grand classique. Là, il suffit de revenir à Marx, qui a analysé tout ça assez clairement. Donc, il s'agit d'augmenter le temps de travail sans augmenter les rémunérations, c'est-à-dire c'est une baisse de la valeur de la force de travail qui est planifiée, alors avec les retraites, avec d'autres choses. Bon, par ailleurs, c'est le côté extravagant de cette histoire de réforme des retraites, c'est qu'aujourd'hui, 2 Français sur 3 entre 60 et 62 ans ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont au chômage et ils sont pris en charge par l'assurance chômage, parce qu'ils sont au RSA. Voilà, 2 Français sur 3. Ça veut dire que cette histoire d'augmentation de l'âge de la retraite ne va servir qu'à une chose, c'est baisser encore plus le montant des pensions et permettre d'augmenter les profits. Bon, parce qu'évidemment, comme ils ont augmenté que de je ne sais plus combien pour le CAC 40 ou pour l'année dernière, c'est encore insuffisant. Je crois que les grandes fortunes ont doublé en 2 ans, quelque chose dans ce coup-là. Ça ne doit pas suffire. Toujours plus. Ça veut dire que si on n'améliore pas considérablement les conditions de travail, alors on va avoir beaucoup plus de gens encore qui seront, avant d'arriver à la retraite, et qui ne seront plus en emploi, et qui seront donc au chômage, au RSA ou en invalidité. Mais modifier les conditions de travail, cela revient à parler uniquement aux chefs d'entreprise, au secteur privé, au secteur public, certes, mais encore le secteur public, là on a l'impression que le président Macron et son gouvernement sont plutôt focalisés sur une réforme et non pas sur les conditions. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le rapport cause-conséquence est inversé. Mais moi, c'est pour ça qu'il y a 2 semaines, j'ai écrit dans Le Monde un article dans lequel je disais il fallait
avant de mettre sur la table une réforme des retraites ou des ajustements, absolument s'occuper des conditions de travail et montrer aux personnes qu'on s'en occupait. Sinon, c'est une véritable provocation, en effet, et un très grand danger. Et puis, on a parlé effectivement du Covid, vous l'avez évoqué tous les deux. Cette pandémie, elle a modifié beaucoup de choses aussi dans l'état d'esprit des Français, mais pas que, bien entendu, dans le monde entier. Peut-être que les jeunes aussi attendent autre chose. Là, c'est ma dernière question, vraiment, je la réserve pour les jeunes, mais peut-être qu'aussi, il y a une véritable quête de sens. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, bien entendu, on en avait avant. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle est vraiment mise en avant. Je me trompe ? Non, vous avez parfaitement raison. Et ça concerne en effet le public et le privé. Quand vous parliez, je pensais aux enseignants, bien sûr, mais aussi à l'hôpital, à la manière dont l'hôpital n'a plus du tout les moyens de bien fonctionner. Et oui, et cette crise du Covid, elle a eu aussi elle a eu deux intérêts. D'abord, elle nous a montré combien essentiel était un certain nombre de personnes. 4 600 000 travailleurs de la deuxième ligne qui n'ont absolument pas été récompensés après, alors qu'on les on les a applaudis, puis après on leur a dit non mais finalement taisez-vous. Et puis ça, elle a aussi permis, cette crise, de travailler autrement, je pense aux hospitaliers, qui enfin ont pu travailler autrement, et elle a enfin permis aux personnes de se poser et se dire, oh là là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, la place que le travail tient dans ma vie et les conditions de travail que j'ai. Et c'est aussi pour ça, on parlait tout à l'heure des démissions, c'est aussi pour ça qu'au retour, lorsque la chape de plomb du chômage s'est un tout petit peu levée, les gens en ont profité pour vite changer d'emploi et aller trouver des emplois un petit peu moins insoutenables, justement. Denis Colin, une dernière réaction, les jeunes, donc c'est quoi, une vraie quête de sens, comme le disait Dominique Méda, aussi c'est peut-être de l'autonomie aussi, et puis de vivre l'instant présent, parce que finalement, le futur, ils n'y croient pas, il y a nos futurs. Je ne sais pas, non, je ne pense pas qu'ils ne croient pas au futur. Hein. Ouais. Ils cherchent à s'en faire un, comme toutes les générations. Le problème pour beaucoup de jeunes, c'est de s'assurer des conditions minimales décentes. Parce qu'on pourra faire tout ce qu'on veut, il y a beaucoup de travaux qui sont pénibles. Il y a beaucoup de travaux dans lesquels vous êtes usé en fin de la journée. Alors, à la fin de votre vie, c'est encore plus usé que ça. Hein, parce que c'est fatigant. Les gens qui connaissent un peu le travail physique savent que c'est éreintant. Quand vous êtes maçon, le soir, vous êtes fatigué. Et vous n'avez pas forcément la possibilité de vous distraire, d'aller vous cultiver, etc., etc. Et donc, la condition aujourd'hui qui serait nécessaire serait d'abord le maintien et l'augmentation des salaires et aussi une baisse du temps de travail. On a remarqué, parce que ça aussi on a des études là-dessus, que la baisse nominale du temps de travail a eu que très peu d'effets. Il y a très peu de gens qui travaillent aux 35 heures. Beaucoup de gens sont bien au-delà des 35 heures. Et si on regarde l'organisation du travail, le temps effectivement consacré dans lequel on donne un effort, eh bien, il n'a cessé d'augmenter. Le principe de base du Fordisme, c'était sur 1 minute, il y a 45 secondes qui sont travaillées effectivement. Parce qu'il y a toujours un temps d'attente entre deux pièces, par exemple. Et on a mis au point toute une série de méthodes dans les entreprises, ce qu'on a appelé le toyotisme, qui ont permis d'augmenter considérablement ça, puisque le toyotisme vise à 57-58 secondes par minute travaillée. Ça veut dire qu'il y a une pression absolument considérable qui se fait sur le travail. Et ça, c'est bien ça qui est en cause. Et quand on nous dit qu'on peut travailler plus parce qu'au fond, on ne fait plus rien, les gens qui nous disent ça sont précisément pas ceux qui travaillent. C'est ceux qui sont là pour faire travailler les autres. Hein, et ça, il y a toujours eu... Il y a un excellent film américain où il y en a un qui dit il y a deux sortes de gens, il y a ceux qui tiennent le revolver puis ceux qui creusent, et c'est toi qui creuses. Ah, effectivement, ceux qui tiennent le revolver aujourd'hui nous tiennent tout un discours sur il faut travailler plus, on ne travaille plus assez, etc., etc. Et ce discours est absolument, c'est du mensonge, c'est de l'idéologie, c'est de la propagande. Ouais. Il suffit d'aller dans la réalité, d'aller voir les gens sur place, et puis on se rend compte que ça ne se passe pas du tout comme ça, voilà. Dominique Méda, je vous ai réagir. Oui, ça me fait penser à une très très belle citation de John Galbraith dans Les mensonges de l'économie, qui dit que c'est un véritable mensonge d'utiliser le même mot, travail, pour les gens qui font des efforts et qui ont des conditions très pénibles, et puis pour ceux qui ont un travail super épanouissant et qui gagnent beaucoup. Ça, c'est certain que je n'ai pas du tout le même travail, en l'occurrence moi, par exemple, qu'un ouvrier qui va tirer des câbles dont vous parliez. Et donc on ne peut pas du tout se mettre au même plan, évidemment, et ça, il faut pouvoir en être conscient. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux d'avoir été dans le Grand JT. C'était passionnant, Dominique Méda. Je rappelle que vous êtes sociologue et vous êtes également directrice du laboratoire en sciences sociales de l'Université de Paris-Dauphine, qui est une très grande université. C'est vrai. Merci, oui, vraiment. Merci, Denis Colin, d'avoir été avec nous. Vous êtes philosophe et on peut retrouver effectivement tous vos ouvrages aussi qui sont listés sur votre page Wikipédia, en l'occurrence, sur Internet de manière générale. Merci. Allez, c'est la pub, on se retrouve.
De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir deux femmes formidables. Andrée Sfer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Éveil, association dont on va parler précisément aujourd'hui. Et Naomi Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du comité citoyen jeune de l'association Éveil et lauréate de la première édition qui était en 2015. Exactement. Vous en retenez quoi de cette édition? Alors c'était une édition qui était la première et c'était une expérience vraiment enrichissante pour moi, très, très variée. Et c'était une belle expérience. On a fait un beau projet et donc j'en tiens, c'est vraiment des bons souvenirs. Qu'est-ce qui vous a motivé dès le premier moment où on vous a parlé de ce projet, de ce concours? Qu'est-ce qui vous a motivé justement pour y participer? Tout simplement la thématique du concours qui est le droit à la liberté d'opinion et d'expression qui m'a tout de suite parlé et de voir en fait comment on pouvait en tant que jeune exprimer sa citoyenneté avec créativité. 30 ans que l'association existe, Andrée Sfer, 30 ans que vous vous battez, mais positivement, le mot n'est pas vain, pour justement parler de citoyenneté. Aujourd'hui, il y a eu un drame terrible dont on peut peut-être dire un mot et qui vous touche. Difficile effectivement de parler de ce sujet. On est tous très émus. Et moi, je tiens, en tant que présidente de l'association, à présenter toutes mes condoléances à la famille de ce professeur qui a été tué à Saint-Jean-de-Luz et à toute la communauté éducative, parce que je suis tout cœur avec eux et je sais quelle émotion un drame pareil peut créer dans un établissement scolaire, aussi bien au niveau des élèves, des jeunes. Et oui, on est tous extrêmement touchés par cette situation. Alors parlons justement de l'association Éveil que vous présidez. On parlait de la citoyenneté, qui est une thématique évidemment essentielle et très importante. Ça veut dire quoi être citoyen pour vous aujourd'hui? Est-ce que ça a encore du sens chez les jeunes? On le voit chez Naomi, c'est flagrant. J'étais ravie de participer à ce premier, enfin pas ce premier d'ailleurs, c'était en 2015, mais en tout cas pour la première édition du prix Éveil. Voilà, pourquoi, quelles sont les thématiques essentielles du... Alors, il y a plusieurs angles que nous abordons en fait pour traiter de la citoyenneté avec les jeunes. Et nous pouvons très bien leur parler de leur orientation professionnelle, nous pouvons leur parler de développement durable, c'est un sujet auquel ils sont particulièrement sensibles. Et bien sûr, nous leur parlons de discrimination, sujet aussi sur lequel ils sont sensibles. Nous leur parlons et de citoyenneté, Europe. Effectivement, nous fêtons 30 ans, donc 30 ans, c'est pour nous 70 000 interventions auprès des élèves avec l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. C'est 2 millions de jeunes rencontrés. Et puis, ce sont de belles rencontres aussi avec les professeurs. Parce que c'est toujours les professeurs qui demandent nos interventions, donc on travaille avec eux en étroite coopération. C'est pas pour rien que j'évoquais tout de suite le drame de la journée, on va dire, parce que malheureusement c'est trop souvent. Beaucoup trop souvent, évidemment. La démarche de l'association, c'est toujours une démarche ponctuelle. Quand on dit 70 000 interventions, c'est énorme. Mais non, c'est pas énorme, parce que d'abord, c'est 30 ans. Et ensuite, c'est ponctuel. On ne passe pas du temps, beaucoup de temps dans un établissement. On va passer 2 heures, 4 heures. On va rencontrer une classe, 2 classes. Et on est toujours dans une démarche bienveillante à hauteur de jeunes. En fait, nous contribuons nous n'évoluons jamais. Et donc, on ouvre le champ des possibles et on favorise le débat, le dialogue avec les jeunes, de façon à ce qu'ils se sentent mieux avec eux-mêmes et avec les autres. Et puis, nous sommes aussi leur porte-voix. C'est ce que vous évoquiez avec le concours Éveil, mais c'est aussi le colloque qu'on va avoir à la Sorbonne le 25 mai prochain, où on va avoir d'un côté des experts et de l'autre côté des jeunes qui vont s'exprimer sur une nouvelle éducation citoyenne pour la jeunesse. Alors justement, ces jeunes s'expriment à travers le concours Éveil, un concours vidéo au nom de la citoyenneté. On va regarder le film Combat qui a été fait pour le Collège Notre-Dame de Reims et qui a reçu le prix Collège Éveil. Regardez un extrait. Le journaliste de nos jours doit être un homme de flair et d'action. La Troisième République a enfin triomphé. Nos libertés sont restaurées et mettent fin au retour de la censure. Notre journal doit être à l'avant-garde de l'actualité, messieurs. Si nous voulons garder notre place et progresser, et nous le voulons, je le veux. Est-il vrai que récemment, une arrestation fort importante ait été opérée par ordre de l'autorité militaire?
Si la nouvelle est vraie, pourquoi garde-t-on un silence absolu? Une réponse s'impose. Vous, occupez-vous de cela. Quant à vous autres journalistes, allez, quant à vous, fouillez un peu dans les archives sur les libertés d'expression. Cela meublera votre article. Alors au travail, rappelez-vous, je veux du fracassant. Je veux informer. C'est aussi une leçon pour nous, quand on voit ça, nous journalistes, c'est de revoir effectivement avec leur motivation d'informer justement cette lutte de la désinformation qui est quotidienne aujourd'hui avec les réseaux sociaux et que l'on voit. Et puis surtout, de repartir dans une époque qui n'est pas si lointaine, l'époque du Covid, mais où on voit ces jeunes masqués et qui ont quand même voulu jouer le jeu. Et c'était 2022. Ce sont nos lauréats collège 2022. Nous avions une autre classe d'ailleurs. Nous avions 2 classes collège ex-aequo lauréates. Un collège de Libourne qui était tout à fait différent comme ton, puisque ces jeunes, eux, s'exprimaient sur plutôt le thème « Je ne suis pas écouté ». Finalement, je ne peux pas être un citoyen à part entière comme on me dit que je suis déjà, puisque on me considère comme un jeune. On ne me considère pas comme un citoyen, on me considère comme jeune. C'est un sentiment que vous partagez. Oui. Vous auriez voulu avoir un droit de vote beaucoup plus tôt? C'est une question, c'est vrai, qui est difficile, mais en tout cas, justement, à travers le concours, je trouve ça bien qu'il y ait des sujets comme ça qui puissent être abordés et au moins une réflexion qui puisse être faite. Ouais. Une réflexion qui puisse être faite aussi peut-être en dehors de la famille et en dehors de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils prennent part à la société et qui... peut-être sur des thèmes qui sont plus difficilement abordables à la maison aussi avec sa propre famille. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est... Oui, Clandreau. On a vu un film, qui les écrit? Qui rédige le scénario? Qui met en scène les élèves? Qui filme? Comment est-ce que ça se articule tout ça? Parce que c'est quand même plutôt propre, comme on dit dans le jargon. Vous avez raison, le niveau de qualité augmente d'année en année. Ceci étant, c'est aux membres du jury de discerner le film, je vais dire à petit budget, du film, du grand film. C'est-à-dire que c'est le message qui compte et pas l'emballage. C'est le message qui compte, c'est l'impact, c'est l'émotion qui se dégage. Parce que c'est vrai qu'on a des établissements où il y a de gros moyens techniques, d'autres où il n'y en a pas, et on essaye de rétablir une certaine justice. Mais à la base, ce sont les jeunes qui s'engagent et qui ensuite décident leur chef d'établissement, parce que le chef d'établissement doit être dans le coup. Ils emmènent leurs professeurs, les professeurs doivent être avec eux. Donc c'est vraiment un mouvement où le jeune entraîne son établissement et ensuite, finalement, il y a des retombées pour le jeune, pour la classe de ce jeune, qui sont très importantes. C'est une coopération finalement, c'est peut-être ce qui devrait être fait dans l'école repensée de demain, où on coopère entre enseignants, directeurs d'établissement et justement élèves, étudiants, à se dire à un moment on a un projet commun, on va créer quelque chose tous ensemble. Sentiment que vous partagez, Naomi, ou pas? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pu le voir quand j'ai fait le projet, c'est-à-dire que on a l'initiative pour une fois. Et donc j'ai été voir un professeur référent, mais c'est-à-dire que c'est bien que ce soit aussi un peu mélangé, que ce soit pour une fois l'initiative. Mais l'élève qui est moteur. Oui, exactement. Et c'est tellement rare en réalité, puisqu'on subit beaucoup. Et là, c'est vertical. Là, vous en avez une. Je me rappelle encore quand elle nous a appelé à l'association, qu'elle nous a dit qu'elle voulait le faire, elle était toute seule. Je dis zut, là on a vraiment un problème. Il faut qu'elle entraîne, elle était au comité de vie lycéenne, il faut qu'on entraîne avec elle le comité de vie lycéenne. Ça a marché tout de suite. Oui, ça a marché. Ça marche tout de suite. C'est une grande organisatrice, elle a entraîné tout le monde. Les cours de EMC, donc d'éducation morale et civique, ont lieu normalement, je dis bien normalement, parce qu'ils ne sont pas toujours, Eloïc est le premier à le savoir, puisqu'il a les chiffres, il fait tout, c'est le vrai journaliste de l'émission, lui, attention. Ne sont pas toujours bien faits, puisque faute de temps, parce que prof absent, ou parce qu'à un moment, on a décidé, alors là c'est plutôt la techno qui a pris, mais tout d'un coup en 6e, on s'est dit qu'il fallait rattraper les maths et le français. Exactement. Et voilà, au détriment d'une matière. Donc ces cours de 2MC, ils sont dédiés à cela, mais on sait qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à aborder que d'autres, notamment l'histoire. Compliqué d'enseigner certaines périodes de l'histoire à l'école, aujourd'hui dans beaucoup d'établissements en France. Est-ce que aussi le concours de l'association Éveil permet cela aussi, de pouvoir cultiver cette différence et de parler de ces moments importants de période de vie? Moi, je pense que si on a autant de succès cette année, 84 vidéos qui nous sont envoyées,
Je pense que effectivement, les professeurs ont senti qu'ils avaient là un angle pour traiter un sujet difficile, la liberté d'opinion, liberté d'expression, et qu'ils s'en sont saisis aussi. Après, c'est les jeunes qui veulent y aller sur ce sujet ou pas. Mais il faut que les professeurs derrière soient moteurs, bien entendu, sinon il ne va rien se passer. Et je pense qu'effectivement, c'est un bon biais pédagogique pour eux aujourd'hui, que ce soit les jeunes qui s'emparent du sujet. C'est ça aussi le déclencheur, le positif. Et quand vous parlez des cours d'éducation, d'enseignement moral et civique, c'est vraiment un vrai sujet. Nous l'abordions lors de notre premier événement à l'Assemblée nationale le 25 janvier. Et les députés, l'une présidente et l'autre vice-présidente de la délégation aux droits de l'enfant, étaient bien d'accord avec nous. Nous avions un constat partagé pour une demande de sacralisation de ces heures dédiées à l'enseignement moral et civique, et non seulement sacraliser celles qui existent, mais les mettre en place dès le plus jeune âge, en même temps qu'une éducation à la non-violence. Et ce sera les mots de fin, justement, mots de la fin pour André Sfer et Naomi Martin. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que donc les inscriptions se clôturent le 13 mars, c'est bien ça, pour le prochain concours? C'est ça. Très bien, donc c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Ouais, mais on a déjà 4 vidéos reçues. Très bien. Donc il faut aller sur le site de l'association Éveil. Oui. On s'inscrit. Oui. Et hop, voilà, c'est fait. Oui, c'est pas tout à fait ça. Si vous vous inscrivez, vous n'aurez pas le droit de participer. Oui, alors bon, d'accord, ok. Vous allez voir ce qui s'y passe. Mais en tout cas, sachez que c'est un concours intéressant. Il y a un règlement à suivre. Enfin bon, si on est motivé déjà, voilà. C'est que... on a une possibilité. Et puis à la limite, on participe l'année prochaine. Merci mille fois d'avoir été avec nous, André Sfer. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Éveil, et Naomi Martin, membre du comité justement de citoyens des jeunes d'Éveil et lauréate de la première édition qui avait lieu en 2015. Merci d'avoir été avec nous. On retrouve tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. C'est maintenant. Est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver plus jeune? Fleuriste. Je voulais être fleuriste parce que ma grand-mère, elle me parlait toujours des fleurs. On fleurissait toujours la maison et c'était quelque chose... on fleurissait, on décorait et c'est vrai que j'idolâtrais ma grand-mère, donc c'est vrai que c'était un truc qui m'attirait. Et après, j'ai voulu être avocat parce que mes parents ont divorcé. Le divorce a été très... Ils se sont déchirés pendant des années et quand je voyais les avocats essayer de se battre pour nous, pour l'équilibre, pour la famille, je me disais, je veux faire ça, je veux sauver des vies comme ça et tout. Et en fait, ma voie a été tracée et c'est vrai que je suis devenu coiffeur parce que je suis tombé amoureux de mon coiffeur. Non, moi j'allais te dire comment est venu. En fait, je suis arrivé dans un salon de coiffure. Mes parents me forcent à y aller parce que je m'étais séparé de ma. Ah parce que t'étais mal coiffé. J'étais mal coiffé. Je m'étais séparé de. Carole. Non, de Maria, c'était au lycée. Donc j'étais resté de la seconde à la première. Mais attends, il y avait plein de meufs. Ah bah attends, T'étais un tombeur. Mais j'étais un grand romantique, moi. Et en gros, je m'étais séparé de Maria Astrid. Elle était pas, parce que ses parents avaient été mutés à Tahiti. Elle me dit, je peux pas rester avec toi. Je pars à Tahiti. J'étais en apnée, j'en pouvais plus. Je faisais que pleurer. C'était l'horreur. Et à un moment, je me laisse aller. Mes parents me disent, va chez le coiffeur, il y en a marre. Il y a un nouveau coiffeur qui a ouvert. Il est ultra stylé. Tu vas voir. Et c'était le début des chaînes avec les mecs qui faisaient gicler des cheveux, qui étaient tatoués, qui étaient ultra sexy. Tony Nguy un peu, non? C'était un peu comme ça, tu vois. Ouais. Et là, je rentre dans un salon, et là, il y a un mec qui rentre, tout le monde fait « c'est Kevin, c'est Kevin, c'est Kevin ». Et là, je vois les meufs se retourner, tout le monde se retourne. Et là, je fais « mais c'est ça le pouvoir, c'est pas d'être avocat ». Le mec, il arrive, il y a toutes les meufs à ses pieds. Et en fait, je voyais le truc, il coiffait les nanas se relevaient, elles se sentaient mieux. Et après, il avait l'argent, il touchait l'argent tout de suite. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un toucher de l'argent comme ça. Je comprenais pas ça, tu vois. Et en gros, je me disais « mais c'est génial, il a de l'argent, et machin, mais il faut que je fasse ça, ça va vite ». Et en gros, j'ai dit « je veux voulu avoir de l'argent vite, c'est pour ça que t'as fait coiffeur. Je comprenais pas, j'avais un rapport à l'argent qui était... Mes parents, j'avais l'argent de poche, j'avais une petite carte, mais je comprenais pas comment on gagnait de l'argent. Et en fait, là, pour la première fois, je voyais de l'argent de main à la main. Donc je comprenais qu'en fait, c'était comme ça qu'on gagnait de l'argent. Les avocats, je voyais pas comment ils gagnaient de l'argent. Et donc, en gros, je lui dis, coiffe-moi. En fait, on me dit, tu veux passer avec qui? Je dis, je veux passer avec ce mec, il roulait des mécaniques et tout. J'avais envie d'être lui au moins une fois dans ma vie. Il était là, tout le monde le regardait, il était beau, il avait des tatouages. Enfin, et Kevin, quoi. La vocation, c'est Kevin. Bah ouais, je veux être lui. Et en gros, donc, je suis allé me faire coiffer, puis après, j'allais me faire coiffer très souvent.
Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, je veux que tu m'apprennes. Et donc, on parlait un peu. Et ensuite, pendant le stage, j'ai forcé mes parents. J'ai dit, je veux faire un stage de coiffeur, Mes parents me disent, non, mais ça sert à rien. J'ai dit, non, ça va mettre du plomb dans la tête. Il faut que je fasse un truc manuel, comme ça, je vais comprendre que la vie, c'est dur. Ouais, à ce moment-là, tu leur introduis ça, mais pas en disant que tu veux en faire ton métier. Non. Ouais, je leur fais croire, je leur dis, écoutez. Et puis alors, moi, vu qu'à chaque fois, quand j'avais une idée, je l'avais pas au cul. Mais toi, tu savais déjà que c'était ton métier? Non. Je me disais, je veux voir. Et donc, je le fais. Et en observant, c'était génial. Je m'apercevais les femmes étaient folles de nous. On touchait de l'argent. C'était tout le temps des blagues. On allait boire des coups après. Enfin, c'était génial. Tu vois. Je me disais, mais c'est la belle vie. Et puis, c'était le début des coiffeurs stars. Donc, en fait, avant ça, les coiffeurs, c'était un peu des petits larbins, coiffeurs de ville, là, qui avaient des petits salons de merde. Là, ça devenait les coiffeurs ultra fashion, habillés en noir. Et donc, en gros, à un moment, il y a eu un truc, on s'est rapprochés. Et en fait, je suis parti de chez mes parents ensuite, j'ai fait mes clics et mes claques, je suis parti avec lui, il m'a pris dans son salon et j'ai commencé à apprendre comme ça. Et quand il m'a largué, parce qu'il m'a trompé, au bout de 2 ans... tu t'es mis avec Kevin? Ouais, j'ai tout plaqué. Mais non. J'ai dit à mes parents, je vais aller vivre avec Kevin, je suis pédé et je vais être coiffeur. Mais à ce moment-là, toi, tu savais que t'étais homosexuel? Je savais juste que je l'aimais bien et que j'étais fier de lui. Donc lui, il a littéralement changé toute ta vie. Ah mais oui. D'ailleurs, s'il me regarde... Vous êtes plus en contact? On a repris contact il n'y a pas longtemps. Il sait? Et parce que je lui avais dit, quand on s'est séparés, j'ai pris mes cartons et je lui ai dit, tu verras, je deviendrai célèbre, je deviendrai le meilleur coiffeur de France et tu regretteras toute ta vie de m'avoir quitté. Et en gros, il m'a dit, ouais, c'est ça. Et il y a 2 ans... Au bout de combien de temps? C'était au bout de 2 ans qu'on était ensemble, mais bon, on était jeunes. Et il m'a dit, je regrette, j'entends parler de toi partout. Et effectivement, on était trop jeunes. Et il m'avait demandé du travail dans ma société, ouais. Et tu lui en as donné? Je lui ai dit qu'il passerait un essai sans que ce soit sans favoritisme et que je suis très exigeant. Et il n'a pas osé. Ah oui, là, t'as fait ton petit pouvoir, quand même. C'est pas ça, c'est qu'en fait, je suis très exigeant avec mes équipes et je sais très bien ce qu'ils faisaient à l'époque. Ah oui. Et aujourd'hui, il aurait fallu qu'ils se mettent vraiment au diapason, quoi. En 2014, ton premier salon, c'est avec lui? Non. Lui, c'était bien avant, c'était à mes 17-18 ans. Mon premier salon, c'était à mes 28. T'as mal fait tes calculs. Et tout ce temps-là, alors? Je t'ai rajeuni. Tout ce temps-là... Tu es si jeune, si beau. Tout ce temps-là, j'ai travaillé. Donc après, je me suis basé... j'ai postulé dans un salon dans le Marais qui était très à la mode. Je suis devenu responsable au bout de quelques années. Ensuite, j'ai fait plein d'expériences. J'étais dans le haut de gamme. Ensuite, j'ai postulé chez Provo parce que je voulais comprendre que mon Provo, il avait monté 4000 salons. Il avait le monopole. Toi, tu visais la réussite, en fait. Pas la réussite. Je veux comprendre comment les gens font les choses. Et j'ai compris très vite comment ils faisaient. J'ai dit, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, moi. Et machin. Et ensuite, j'ai dit, je lui ai dit, je vais aller à New York. Il avait racheté Jean-Louis David à New York. J'ai dit, je vais aller à New York. Je vais prendre mes ciseaux, je vais me barrer là-bas. Comme ça, au moins, je vais faire plein d'oseilles. Et puis, je serai bien, machin. Et en fait, il m'a dit, non, il y a une place, il y a peut-être une possibilité pour Shanghai. Shanghai. T'es parti à Shanghai? Non, j'ai dit non, je veux pas aller à Shanghai, moi. J'étais aux Galeries Lafayette, je voyais tous les Chinois qui se bousculaient en bus et tout. Je dis, si je suis à Shanghai, ça va être pire. Donc j'ai dit non, je repars, machin. Et là, j'ai un ami qui me dit, je vends un salon, je pète un câble, je veux me barrer, nanana. J'ai dit, où ton salon? Il me dit, dans le 11e, machin. Ok, je vais voir ton salon. Je regarde le salon, je fais, ah, mais ça peut être pas mal si je redécore. Mais c'est celui que t'as conservé? Non, mon tout premier. Toi, c'est la boutique de déco. Ouais, dans le 11e. En face. Et après, j'ai racheté un 2e salon. J'ai agrandi 3 ans après parce que je voulais monter une partie restauration parce que j'en avais marre d'aller chercher des tartelettes là pour les clientes, d'aller chercher des trucs. Moi, j'ai dit, je vais faire des produits sains puisque c'est des produits que je ramène d'une ferme en Normandie d'amis à moi. Et ensuite, quand j'ai monté le gros salon là l'année dernière et j'ai construit une boutique de déco à la place dans mon premier salon. Mais en gros, c'est toujours des envies de confort. Hein. La boutique de déco, c'est parce que j'en avais marre d'aller chez Flux pour aller chercher des... J'en avais marre d'aller faire toutes les boutiques pour mes potes quand j'ai un anniversaire ou un truc. Le resto, c'est parce que j'en avais marre d'aller chercher des tartelettes. Mais là, tu deviens vraiment homme d'affaires. Oui, parce que maintenant, j'ai compris que ce que j'aimais, c'était créer des concepts. Aujourd'hui, je suis créateur de concepts. Je ne dirais pas que je suis un homme d'affaires qui brasse, machin, mais je crée des concepts. Beaucoup d'idées, en fait. Voilà. Et j'aime construire des villages. Là, j'ai construit un petit village dans le 11e, c'est tout dans la même rue. Mais j'aime faire ça. Puis je me suis associé dans le relooking et tout depuis l'émission. Mais c'est d'avoir plein de petites choses comme ça où la cliente, elle peut avoir un parcours complètement dingue et elle se pose, elle peut passer l'après-midi, elle peut manger, elle peut aller chercher un truc pour sa fille. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime vivre dans un monde, dans un environnement où je passe ma journée et je me dis, oh là là, c'est cool, c'est bien. Et je me dis toujours comment on peut faire mieux, comment on peut faire pour que la cliente elle soit encore plus impressionnée. C'est ça qui... C'est un moment de bien-être, en fait. Ouais.
dans sa globalité. C'est comme, moi j'aimais bien, quand j'étais avec ma grand-mère, quand j'étais petit, je lui tenais la main le samedi, elle m'emmenait comme ça dans tout son petit magasin et tout, et c'est ce que j'aimais. Et aujourd'hui, je vis un peu la même vie que j'avais quand j'étais enfant, quoi. Enfin moi, ça me rappelle ça, quoi. C'est les codes que j'avais. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Nicolas Waldorf. À demain. Merci Malika, tout de suite c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Joshua, est-ce que la France a une culture de la danse avec un peu de recul? C'est peut-être pas la même chose qu'aux États-Unis. Je crois qu'il y a encore ce petit truc de la petite fille qu'on va mettre à la danse classique. Ouais. Ça, clairement, je crois que ça existe. Moi, je vais régulièrement dans le Tarn, par exemple, maintenant, et dans un petit patelin, et ça m'est arrivé de discuter d'un coup avec des gens que je ne connaissais pas, des papas, et qui se mettaient à me parler de leur petite fille qu'ils avaient mis à la danse. Donc même dans les coins un peu plus reculés en France, on continue à mettre sa petite fille. Moi, j'aimerais bien qu'on mette un peu plus aussi son petit garçon à la danse. C'est en train de changer ça ou pas, d'après ce que vous voyez là pour le hip-hop? Oui, mais non. Il y a encore des réticences. J'ai aucune statistique, donc c'est complètement difficile de parler pour moi. Mais peut-être que le ressenti que j'ai, là justement, je parlais du Tarn. C'était la petite fille, c'était vraiment le cliché de la petite fille au classique, et le garçon soit au rugby, soit au foot. Et peut-être même plus au rugby. Mais après, je pense que, pour revenir à tout ce qu'on s'est dit, votre expérience à chacun, je pense qu'il n'y a pas de chemin unique en fait pour arriver à danser, peu importe la discipline. Il n'y a pas de... Je discute pas mal avec des parents justement qui ont l'impression de faire tout le temps soit les mauvais choix, soit de se dire qu'ils ne passent pas par le bon endroit. Ouais. Je crois qu'on a justement suffisamment d'exemples aujourd'hui qui prouvent que en fait tous les chemins sont bons du moment que c'est fait peut-être avec passion, avec envie. Je pense que sans envie, c'est peut-être pas la peine de persévérer. C'est des métiers quand même difficiles. On parle de passion. Il y a quelque chose de très puissant, je trouve, sur l'adolescence dans tout votre film, et donc ce mot d'ailleurs petite, tantôt ce sont des enfants, tantôt ce sont des femmes, tantôt c'est quand même un mix des deux, et il y a plein de façons de le signifier. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé, c'est les nuits, elles ressemblent quasiment toutes à des soirées en boîte avec vous. C'est-à-dire, dès la première image, on est dans le camion de pompiers, il y a la musique de Superpose, les gyrophares un peu stroboscopiques. C'est vrai, on avait envie que la musique puisse venir raconter Camille. On s'est dit, on avait envie d'avoir une musique comme ça qui soit un peu planante, mais en même temps avec un rythme comme ça qui ne s'arrête jamais, comme Camille. Donc on a travaillé avec Gabriel dans ce sens. Et c'est vrai, là où je vous rejoins complètement, c'est que c'est un mélange. Et moi, quand j'ai donné des ateliers d'écriture dans des centres maternels, il y a une dizaine d'années, sans du tout penser à écrire un film, j'avais été saisie exactement par ce que vous racontez, par ce mélange détonnant entre la grande juvénilité de ces ados qui sont des fois dans envie d'aller en boîte, de sortir, de ne pas réfléchir, et en même temps les responsabilités parentales qui leur incombent. Et ce mélange-là m'avait complètement ému, touchée, et il était resté en moi très fort. Et quand on a décidé, avec mon collaborateur artistique François Roy, qui est avec moi vraiment sur tout, on est vraiment en train d'essayer de créer un binôme, il est avec moi sur toutes les étapes, cet endroit-là est revenu comme une évidence. Laura Le Sueur, vous êtes la créatrice du podcast Legendary Ladies, dont on parlait il y a encore un quart de seconde, autrice de ce manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé. Ça vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. Et si je faisais référence justement aux 150 invités que vous avez reçus sur le podcast Legendary Ladies, c'est parce que vous leur avez posé une question quasi rituelle. Et vous, êtes-vous féministe? Et vous avez observé comme un certain malaise à l'énoncé de cette question. Oui, effectivement, je l'ai perçu au travers de mes invités, et sincèrement, Marjorie, je le perçois encore tous les jours. Et c'est vrai que cette question, moi, me venait assez naturellement, parce que féministe, moi, je dis que je le suis vraiment des pieds à la tête. Et quand je posais cette question, il y avait effectivement ce moment un petit peu de malaise, très souvent, où il n'y avait jamais une réponse univoque. C'était soit « oui, mais », suivait du mais, pas radical, pas extrémiste, pas militante, soit un non, je suis pas féministe, mais je suis en faveur de l'égalité femmes-hommes et pour la liberté des femmes. Donc c'est vrai que je ne comprenais pas, et donc ça m'a amené à ce questionnement de me dire qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, en 2022, en 2023, quelle est la perception qu'on en a? La notion de féminisme, elle devrait quand même être plutôt consensuelle, surtout en 2023. Pourquoi est-ce qu'elle peine, selon vous, à rassembler aujourd'hui ?
Parce que je pense que le mot aujourd'hui est associé à une forme justement de radicalité. Ce qui est intéressant et ce que je m'emploie à expliquer dans le livre, c'est que le féminisme radical a eu, et même a encore, je crois, une raison d'être. À la base, c'est celui qui va à la racine de la source, des sources d'oppression des femmes. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, il se heurte finalement à une impasse parce qu'il peine à rassembler et que derrière le féminisme, quand on entend radical, on voit la radicalité des moyens, mais pour moi, qui ne doivent pas être une fin en soi. C'est-à-dire que les moyens d'action ne doivent pas suffire, il faut aller plus loin et proposer pas seulement un féminisme d'indignation, qui peut être légitime, mais un féminisme de solution. Et donc, quand on entend ce mot, on entend une forme de radicalité à laquelle on n'a pas forcément envie de s'associer finalement. Peu importe le style de danse, on parle la même langue quand on danse. Aujourd'hui, moi, je crois. Ouais. J'ai l'impression... Il y a ces ponts, même avec l'Opéra National de Paris. Ouais. Oui, alors, malgré tout, je crois qu'à l'Opéra, ça fait déjà longtemps en fait, qu'on fait des ponts. Je veux dire, il y a des chorégraphes contemporains qui sont invités depuis les années 90 maintenant à venir régulièrement à l'Opéra de Paris, dans des projets vraiment hyper variés, des choses même plus conceptuelles. Encore tout récemment, il y avait une pièce de Pied d'Ambauche qui était extrêmement théâtrale. Je pense qu'aujourd'hui, on voit cette espèce de mélange qui continue de plus en plus à s'installer. Enfin, moi je refuse en fait maintenant de séparer les choses. Je pense qu'il y a des styles, ça c'est sûr, mais ça reste du mouvement en fait, ça reste une façon de s'exprimer et je pense que... Mais il faut obligatoirement savoir pratiquer tous les styles de danse pour se professionnaliser ou... Non, pas spécialement. Non. C'est un choix. Oui. Vous avez appris la danse classique, c'était par choix? C'était par choix, c'était aussi parce que je voulais tester de nouvelles choses. Je voulais apprendre, j'adore apprendre. J'étais très curieux de cette danse et je savais qu'elle allait m'apporter énormément de bienfaits dans ma danse. Moi, je sais pertinemment que je suis un danseur hip-hop, donc c'est vraiment un ressenti, c'est vraiment ce vers quoi on tend. C'est quelque chose de, comme disait Martha Graham, notre âme en fait nous y amène. Et donc moi, ça a été le hip-hop, mais après, comment développer en fait mon style, donc du coup ça a été avec l'apprentissage du classique, du contemporain, du modern jazz. On a des cours de théâtre aussi, des cours de polyphonie, des cours de chant, des cours de claquettes. Enfin, pour moi, il faut vraiment, je pense qu'il faut tester beaucoup de choses et après on arrive à savoir qu'est-ce qu'on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Tous ceux qui ont fait espagnol au cours de leur scolarité, tous au moins croisé une fois Velázquez. Diego Velázquez, peintre né en 1599 à l'aube du XVIIe siècle à Séville. Et je vous propose de découvrir son histoire grâce à son œuvre la plus connue, ce sont les Ménines. Regardez ce tableau peint en 1656, majestueux avec ses 3,2 mètres de haut et 2,81 mètres de large. À cette époque, le peintre a 57 ans. Les Ménines. Alors, les Ménines, ce sont les deux jeunes femmes... Rafraîchissez ma mémoire, j'ai fait espagnol 8e langue, donc c'est loin. Moi, j'ai jamais fait d'espagnol. Ah, mais d'accord, voilà, moi non plus en fait. Ce sont les deux jeunes femmes qui entourent la petite fille blonde au centre de l'œuvre, qui est la fille du roi, elle s'appelle Margarita. Et les Ménines, cela vient de l'espagnol meninas, qui signifie demoiselle d'honneur d'une reine ou d'une princesse. Sûr. Et ce sont elles qui donnent donc son nom à l'œuvre. Au-delà de ces Ménines, le tableau a un rôle de témoignage aussi de l'histoire avec un grand H, et en même temps l'histoire personnelle de Velázquez. Mais oui, c'est un tableau qui représente une scène quotidienne de la vie familiale royale espagnole, dont le roi est alors Philippe IV. Au moment où Velázquez peint ce tableau, le roi connaît le peintre depuis très longtemps, car il a 24 ans lorsqu'il pose pour la première fois pour lui. Les deux hommes s'entendent très bien, ils ont un vrai coup de foudre amical, et le roi souhaite que Velázquez devienne son peintre officiel, et c'est comme ça qu'il s'installe à la cour. Velázquez n'a que 19 ans. Ça s'appelle un Parcoursup réussi. Voilà, exactement. C'était tout de suite, nickel, tout va bien. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Loïc. Merci. On se retrouve demain. Je rebondis sur ce que vous disiez sur l'importance de l'histoire. Comment enseigner l'histoire? Eh bien, demain, il y aura une chronique sur justement la désinformation autour de l'histoire sur les réseaux sociaux. Donc, je vous dirai tous les influenceurs à suivre pour connaître la vraie histoire. Ah, parce qu'il y a des influenceurs qu'on peut suivre justement qui sont plutôt calés là-dessus. Qui racontent. À l'instar de Laurent Deutsch ou autres qu'on a adorés, qui ne sont pas influenceurs, mais qui sont des grands historiens, journalistes, comédiens et qui nous passionnent. Très bien, mais merci beaucoup Loïc en tout cas. Alors aujourd'hui à la réalisation, c'est Théo Boscar, merci 1000 fois. Merci également à Mathieu Sullivan au son, à Colline Hamel au make-up, à Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction, toute l'équipe de Scout TV évidemment, sans oublier Roxane Sarfati. Et on se retrouve demain donc pour cette fameuse chronique qui me passionne. Merci Loïc, merci à tous.